Check mon intro. Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série que j'avais un petit peu laissé tomber, où il y avait un seul épisode pour l'instant, celui sur Fred Moore. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en description. C'est une série où j'essaye de revenir sur un artiste qui a fait l'animation tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc j'ai fait un petit sondage hier sur Instagram pour savoir qui connaissait Ub-Iwerks. Et donc bon, c'était assez serré les résultats, mais voilà, au final il y a quand même 91% des gens qui connaissent pas Ub-Iwerks. Donc bah, c'est très simple, Ub-Iwerks c'est le créateur de Mickey Mouse. Check mon intro. Non, c'est déjà fait. Ub-Iwerks rencontre Walt Disney en 1919, donc il y a pile un an, 100 ans. Ouh là là, ça va être galère. Ub-Iwerks rencontre Walt Disney vers la fin de 1919, donc il y a à peu près un siècle, parce qu'ils travaillent en fait dans la même boîte de lettrage pour les publicités. Donc ils font les lettres et tout, des pancartes publicitaires, et ils vont se rendre compte qu'ils ont les mêmes intérêts, ils vont très vite sympathiser, ils aiment beaucoup le cinéma, et surtout ils ont un attrait particulier pour ce médium qui émerge en ce moment à Hollywood, c'est le cartoon. Il faut se replacer dans le contexte. À ce moment-là, ça fait que 5 ans à peu près que Winsor McCay a sorti Gertie le dinosaure, qui est vraiment le premier cartoon de l'histoire du cinéma. Et c'est l'année où naît Félix le Chat. Et Félix le Chat, c'est vraiment la première star du cinéma d'animation muet. Après avoir gagné un petit peu d'expérience et un petit peu d'argent, Walt Disney va fonder son premier studio d'animation, Lofogram Studios, et il va embaucher Ub-Iwerks comme chef animateur. Ub et Walt étaient vraiment potes à ce moment-là, et Ub-Iwerks préférait travailler pour son pote Walt plutôt que pour un autre patron. Faut vraiment comprendre qu'à cette époque, tout est encore à faire. Tout est encore à découvrir. C'est un peu comme la conquête de l'Ouest. L'animation, c'est un territoire vierge à conquérir. Donc ils y vont un peu à l'aveugle. Ils tâtonnent, ils expérimentent, ils essayent de nouvelles choses. Et du coup, les films sont pas très bons. Et la boîte, elle va faire faillite au bout d'un an. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont littéralement aller à l'Ouest. Ils vont quitter leur ville de Kansas City pour aller à Los Angeles et commencer en fait leur première série à succès, les Alice Comedies. L'idée, c'était de prendre à contre-pied le cartoon un petit peu à succès de l'époque, Coco le Clown, qui en fait était un personnage animé qui sortait de l'encrier de son dessinateur pour aller vivre des aventures dans le monde réel. Et du coup, Alice, ça va être une jeune fille qui est filmée en images réelles, qui va se retrouver dans un monde de cartoon. Et c'est là que ça devient vachement intéressant, parce que Ub-Iwerks n'était pas seulement un excellent dessinateur, il avait un petit côté géotrouve-tout. Donc à chaque fois que Walt Disney avait une problématique créative, Ub-Iwerks adorait essayer de trouver une solution technique à ce problème. Et par exemple, de pouvoir filmer un personnage réel dans un monde de cartoon, c'est Ub-Iwerks qui a mis au point la technique qui permet de réaliser ça. Jusqu'à la fin de sa vie, en fait, il va peaufiner cette technique. Puis il va y avoir une nouvelle série qui va être cette fois full cartoon, full dessin animé. Ça va être Oswald the Lucky Rabbit. Oswald le lapin chanceux et non chapin lanceux. Dans l'équipe en fait qui va faire cette série, il va y avoir un petit nombre de personnes qui va faire l'histoire du dessin animé et du cartoon par la suite. Donc par exemple, il va y avoir Fritz Freleng qui est un grand animateur et aussi un réalisateur de cartoons de la plupart des cartoons des Looney Tunes. Il va y avoir aussi Hugh Hartman et Rudolph Ising qui vont être le créateur du premier Looney Tunes, Bosco. Et Rudolph Ising va être aussi le réalisateur du premier Tom et Jerry. Donc en fait, vraiment, dans cette petite équipe qui va faire les cartoons de Oswald, il y a vraiment déjà la matrice de ce que va être les cartoons des années 30, 40, 50. Et Oswald, c'est vraiment l'ancêtre de Mickey, quoi. Et ça se voit dans son design, on voit très bien que Mickey est un descendant de Oswald. Et l'histoire de la création de Mickey est vraiment intéressante parce qu'elle est liée à la fin de Oswald. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le distributeur de Oswald, qui était Charles Mintz, avait fait un coup fourré à Walt Disney et lui avait volé les droits de son personnage. Donc en fait, c'était lui qui avait les droits. Il pensait qu'il pouvait faire mieux que Walt Disney sans Walt Disney. Donc il lui a piqué le personnage, il lui a piqué aussi ses animateurs parce qu'il leur a proposé un contrat un petit peu plus juteux. Et du coup, Walt Disney s'est retrouvé dépossédé de son personnage. Donc l'histoire, c'est qu'en rentrant de ce rendez-vous dans le train, alors évidemment c'était des voyages de train de l'époque, donc ça durait 3 jours pour revenir à Los Angeles, il y avait Walt Disney
Disney, Roy Disney son frère, Liliane sa femme et Hub qui étaient dans le train en train de réfléchir qu'il fallait trouver un nouveau personnage pour remplacer Oswald. Et ils cherchaient comme ça, ils énuméraient tous les animaux qu'ils pourraient faire. Un lapin, ben non c'est déjà fait. Un chat, non il y a Félix le chat. Mais quoi de mieux que une souris pour rivaliser avec un chat? C'est comme ça qu'ils sont venus à l'idée de faire une souris qui en plus était déjà beaucoup présent dans les Alice Comedies et aussi dans certains épisodes de Oswald. Donc ils sont partis sur cette idée de souris et Walt Disney a proposé qu'il s'appelle Mortimer. Liliane a dit non, elle a proposé Mickey. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il cherchait, Ub Iwerks était en train de griffonner sur sa feuille des petites souris. Et c'est comme ça, ce jour-là, qu'il a donné naissance, au bout de 3 cercles, à Mickey. Et cette feuille de papier où Ub Iwerks a griffonné le premier Mickey, elle est visible aujourd'hui encore au Walt Disney Family Museum à San Francisco. Si vous passez là-bas, allez-y, parce que c'est assez impressionnant de voir vraiment là où tout a commencé, quoi. Là, Zoé, dans le montage, ça pourrait être cool d'insérer le moment où Walt Disney dit qu'il faut jamais oublier que tout a commencé par une souris. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. Et c'est Ub Iwerks qui a animé cette célèbre séquence de Mickey qui pilote son bateau. Bon, il n'a pas animé que cette séquence. En vrai, il y a eu 2 autres cartoons avant Steamboat Willie, c'était Plane Crazy et Galloping Gaucho. Dans Plane Crazy, on peut voir que le design de Mickey est un petit peu différent, il a des cheveux, etc. Et c'est Ub Iwerks qui a animé entièrement ce cartoon à lui tout seul. Il croyait tellement en fait au potentiel de cette souris, il se donnait à fond, il a fait des pics à 700 dessins par jour pour faire ce cartoon. C'est un petit peu comme Winsor McCay au début, quand il faisait Jartil Dinosaur, où en fait t'es tout seul et tu fais toi-même l'intégralité du cartoon, quoi. Donc Ub Iwerks a animé le premier cartoon de Mickey intégralement tout seul. Là, ça pourrait être bien le dessin que je vais faire de Mickey là, ça pourrait être bien de l'afficher ici, celui que je vais t'envoyer. Tu le mettras en produit parce qu'il sera sur fond blanc. Aïe, ah, fuck. C'est parce que Ub Iwerks faisait autant de dessins que le design du premier Mickey était aussi simple. Il y avait vraiment ces 3 cercles là et vraiment les bras et les jambes étaient juste des tubes en fait, montés sur des cercles. Donc il pouvait faire un petit Mickey comme ça en vraiment 2-3 coups de crayon. C'est Walt qui a donné l'idée des gants blancs pour le dissocier de son corps. Walt a plein d'idées en fait et Ub essaye vraiment de suivre et de s'adapter aux idées de Walt. Comme dans le cartoon When's the Cats Are Away, When's the Cast Away, When the Cats Away. Quand les chats sont partis, quand les chats sont pas là. Les souris dansent. Ils voulaient tester en fait que Mickey soit une vraie souris. Ils ont changé un petit peu son design avec des oreilles plus courtes, des membres plus longs par rapport à son corps. Bon, à la fin, les deux étaient pas convaincus. C'est vraiment intéressant de regarder les premiers cartoons de Mickey parce que son design n'est pas encore arrêté, donc il évolue encore. Et on peut voir même au sein d'un même cartoon, notamment dans Galloping Gaucho, on peut voir qu'au début, il a le design de Plane Crazy et il termine le cartoon avec le design qu'on va voir après dans Steamboat Willie. C'est vachement intéressant de regarder ces cartoons-là, je vous les conseille. Et finalement, le design va encore évoluer et Ub Iwerks va lui faire un double front, des yeux plus expressifs, va l'arrondir encore un petit peu pour donner vraiment le Mickey qu'on connaît aujourd'hui. Et à cette époque des premiers Mickey, Ub Iwerks c'est finalement le seul artiste animateur sur lequel Walt peut compter pour faire les Mickey. Il va former en fait 2 personnes qui vont être Les Clark, qui d'abord va être intervalliste, et va être formé par Ub Iwerks pour dessiner les Mickey et prendre sa suite. Et plus tard, il deviendra un des 9 sages. Et il va aussi former Wilfrid Jackson, qui va devenir plus tard réalisateur. Ce qui est intéressant à cette époque, c'est qu'il n'y a pas encore de vrai système de production pour les cartoons. Ces mecs-là sont des pionniers, ils avancent à tâtons, encore une fois. Donc le personnage de Mickey va être dessiné d'une certaine façon par Ub Iwerks, d'une autre par Les Clark, et encore d'une autre par Wilfrid Jackson. Il va y avoir différences de design entre les plans. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas encore de model sheet qui permet de dessiner le personnage de la même façon selon les plans pour tous les animateurs. Donc on va avoir des vraies variations selon les plans, selon le cartoon, et finalement c'est à partir du cartoon Just Mickey que le design de Mickey va un petit peu se stabiliser, où Ub Iwerks va rendre des yeux un peu plus expressifs et va raccourcir son museau.
Et ça va être paradoxalement aussi le dernier cartoon de Mickey sur lequel Ub Iwerks va bosser. Parce que malheureusement, le succès énorme de Mickey va avoir un impact sur la belle amitié entre Walt et Ub et leur magnifique collaboration professionnelle. Clairement, depuis le début, en fait, toute la lumière était portée sur Walt Disney. Et Ub restait un personnage de l'ombre. Je pense qu'à un moment, il a eu besoin de reconnaissance. Et aussi, c'est clair que Walt Disney avait une idée claire de ce qu'allait devenir son personnage Mickey. Et il l'imposait à Ub. C'est-à-dire que ça pouvait lui arriver de rentrer dans la salle d'animation et de modifier les timings des animations de Ub. Et ça, pour un animateur, c'est quand même sacré, en fait, les timings. La créativité et la mainmise de Walt Disney a vraiment nui à la créativité de Ub Iwerks et il s'y retrouvait plus. Et en parallèle, il y avait aussi l'appel du pied d'autres studios qui savaient que Ub Iwerks était co-créateur de Mickey et que c'était un animateur exceptionnel pour lui proposer de créer son propre studio avec d'autres animateurs et d'avoir le contrôle total sur la création artistique. Donc à un moment, Ub a dit stop, il a commandé un Uber et il s'est barré de Disney. Et il a fondé son propre studio avec la MGM et il a lancé une série pour concurrencer Mickey, Flip the Frog. Mais en fait, il n'a pas fait que ça parce que Walt Disney avait 2 séries cartoon. Il avait la série des Mickey et plus tard des amis de Mickey, Donald, plutôt Dingo, etc. Et les Silly Symphonies qui était une zone d'expérimentation pour faire un petit peu ce que va devenir Fantasia plus tard, pour lier les cartoons avec de la musique. Et il avait ces 2 séries et du coup Ub Iwerks va faire exactement la même chose. Quelque part, il va avoir d'un côté Flip la grenouille et il va avoir aussi les Comicolors. Ok, ils existent en DVD si vous les voulez, je vous les mets en description. Bon, qu'est-ce que ça donne ça? C'est ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire que la qualité d'animation est excellente, la qualité technique est vraiment de très très bonne facture. Flip la grenouille, c'est un personnage sympathique. Tous les personnages de Ub Iwerks en général sont très joviales, très sympathiques. Ils marchent avec des double bounce comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont 2 fois plus de haut bas qu'une marche normale. Ça rend vraiment une marche hyper joyeuse et très cartoon. Et c'est vraiment une animation qui est très rythmée, qui est très dansée en fait. Mais on sent aussi que ces personnages qui sont très joviales ont un petit diable au fond d'eux. Du coup, c'est ce qui va faire que le personnage de Flip va être un peu flippant parfois. Il va oser plus de trucs, surtout que c'était avant la censure. Donc ça va être des cartoons qui vont être beaucoup plus osés que ceux de Mickey. Et c'est intéressant de se dire qu'à cette époque-là, dans le studio de Ub Iwerks, il y avait le jeune Chuck Jones qui va devenir le roi du cartoon des années 40-50. Je suis persuadé que c'est en étant en formation chez Ub Iwerks qu'il va apprendre un petit peu cet esprit de révérence qu'on va après d'irrévérence, qu'on va retrouver après chez Bugs Bunny et Daffy Duck, etc. Ça va être des vrais personnages concurrents des personnages de Disney, mais en mode sale gosse quoi. Même si Flip la grenouille va avoir son petit succès au début, il manque du rythme, il manque une façon de bien raconter une histoire. Clairement, pour faire simple, tu t'ennuies un peu quoi quand tu regardes les cartoons de Flip la grenouille. Oui, la grenouille Flip a une personnalité, mais elle ne sait pas susciter l'adhésion du public comme a pu le faire un Félix le chat ou un Mickey la souris. Et parfois ça va juste trop loin dans le délire en fait. Si tu regardes les Comicolors, bon courage quoi, c'est hyper expérimental, c'est délirant, enfin c'est un peu chez Père quoi. On est tout bien free, poêlé. Puis faut pas oublier qu'à la fin des années 30, c'est la crise économique encore aux États-Unis. Donc les épisodes de Flip la grenouille, parfois, ils parlent un petit peu comme ça de la récession. Et clairement, le public de l'époque, quand il va au ciné, il a pas envie qu'on lui ramène encore à la situation économique du moment. Quand il va au cinéma, c'est pour s'évader. C'est pour voir des petits Mickey Mouse. Des petits Mickey Mouse qui sont beaucoup plus positifs et optimistes. Hey, you got a Mickey Mouse in the bill today? No, not today. What? No Mickey Mouse? No Mickey Mouse. Why? Because he's making a personal appearance in Jersey City. Oh, you're trying to get somebody, huh? Come on, Slug, let's get a jump on. Au final, jamais le public va accrocher, malgré la qualité des cartoons. Personnellement, quand je regarde les cartoons de Ub Iwerks, je ressens l'envie de combler par une surabondance technique le manque de capacité à pouvoir séduire le spectateur. Par exemple, Iwerks va profiter de ces cartoons pour développer des techniques comme la caméra multiplane, qu'on va revoir chez Disney évidemment, où on va pouvoir faire, selon plusieurs layers de décors, des mouvements de caméra, créer une profondeur de champ, quelque chose qui était impossible avant. Mais le cartoon en lui-même, est-ce qu'on s'en rappelle? Non. Alors que quand tu regardes le vieux moulin, The Old Mill, de Walt Disney, il a une grosse avancée technique avec cette caméra multiplane, mais tu te rappelles aussi du cartoon, parce qu'il y a une vraie âme à ce cartoon. Donc bref, Ub ne sait pas forcément
raconter une histoire, ni créer une vraie connexion entre son public et ses personnages, mais pour autant, c'est un excellent artiste, c'est un animateur incroyable, et c'est de plus en plus un ingénieur. Et c'est sous cette étiquette que Ub, 10 ans après son départ, va revenir au Walt Disney Studios. Walt Disney va lui proposer de revenir en animation, mais Ub va lui dire « Non, si je reviens, c'est pour faire des effets spéciaux, des FX. » D'où son nom, UbFX. Gaulois. Non, je déconne. En fait, Ub avait compris que jamais il n'aurait de liberté artistique totale en animation avec Walt Disney. Mais à côté de ça, il adorait résoudre des problèmes techniques, et les effets spéciaux, c'est exactement ça. On a besoin de filmer une petite fille et de la mettre dans un décor de cartoon, on a besoin dans notre film d'animation d'avoir des mouvements de caméra, de la profondeur de champ, etc. UbFX trouve une solution. Donc Walt, qui croyait encore beaucoup en lui donna un rôle très important dans la recherche et le développement des effets spéciaux pour les prochains films des studios. Et il va être comme un savant fou dans son laboratoire où il va pouvoir expérimenter et créer de nouvelles techniques et peaufiner aussi celles qu'il avait commencé des années avant sur les Alice Comedies, où il va pouvoir pousser le réalisme du mélange live-action, animation, et notamment pour la production des Trois Caballeros, qui était révolutionnaire pour l'époque. Et le summum sera bien sûr des années plus tard Mary Poppins. Juste quelques décennies avant Roger Rabbit, tu regardes la séquence où Dick Van Dyke danse avec les pingouins, c'est juste merveilleux. En fait, c'est là que le génie entre la collaboration de Walt Disney et Ub-Iwerks réside. C'est ce mélange de nouvelles techniques inventées pour un film merveilleux, mais qui crée la magie. Ouais, le truc c'est que Ub-Iwerks, c'est vraiment le Thomas Edison du cinéma. Il a tout inventé. Et ça serait vraiment trop long en fait si je devais lister tout ce qu'il a fait pour le cinéma d'animation, mais le cinéma aussi en général. Donc je vais en dire quand même quelques-unes. Donc déjà il y a cette technique dont on vient de parler, qui est le mélange entre le live action et l'animation, qui datait des Alice Comedy jusqu'à Mary Poppins, mais qui a été prolongée évidemment avec Roger Rabbit, Space Jam et bientôt Space Jam 2. C'est lui qui est à l'origine de la technique d'incrustation sur fond vert. Alors, c'était pas vert à l'époque, peu importe, mais c'est lui qui a vraiment développé cette technique et d'une façon hyper aboutie dans Les Oiseaux d'Hitchcock. Parce que oui, il était tellement bon dans ce qu'il faisait que même d'autres réalisateurs, et notamment le Walt Disney du suspense, lui avaient demandé de venir faire les incrustations des oiseaux pour son film. Et il a eu l'Oscar pour ça. Et au studio Disney, c'est lui qui va mettre au point le procédé Xerox. Alors Xerox, pour aller vite, en gros, La Belle au Bois dormant, c'est l'apogée visuelle et plastique des studios Disney. Ce film, c'est une pépite. Chaque image, c'est un tableau qui se boit, qui se boit dormant. Et je vous avais montré mes dessins originaux de La Belle au Bois dormant. En fait, la légende dit qu'il fallait un jour entier pour cleaner un dessin. Le film a coûté une fortune et il a failli mettre le studio sur la paille. Du coup, pour économiser cette étape de clean, le Xerox permettait de photocopier en fait sur le stylo les dessins tie-down des animateurs. Ça, c'est un dessin rough tie-down, tu vois, de Mark Davis. C'est super intéressant de se dire que c'est un animateur qui a mis au point cette technique de Xerox, parce qu'en fait depuis toujours en fait il y a des conflits par rapport à ça, puisqu'en fait les dessins des animateurs sont jamais vus à l'écran puisqu'ils sont cleanés par d'autres artistes, et c'était source parfois d'engueulades et de frictions si le cleaner faisait pas bien son travail. Et quelque part avec le Xerox, pour la première fois on voit les vrais dessins des animateurs à l'écran, ce qui peut aussi parfois donner des choses un petit peu bizarres. On peut voir même parfois des traits de construction à l'image. En fait, c'est fou de se dire que le film juste après La Belle au Bois dormant, c'est les 101 Dalmatiens. Quand Walt Disney va se lancer dans les films à prise de vue réelle, c'est encore Ub qui va être un acteur majeur pour pouvoir trouver des effets spéciaux ingénieux et concrétiser les visions de Walt. À une époque où c'est pas encore le numérique. Un des exemples majeurs, ça va être le film La fiancée de papa, où l'actrice Hayley Mills va devoir se dédoubler de façon convaincante pour pouvoir créer une sœur jumelle. Et ça, c'est encore Ub-Iwerks qui va trouver la technique pour le faire. Puis
puis Ub-Iwerks a créé énormément pour les parcs d'attractions. La caméra 360 degrés, c'est lui. Pour les plus vieux d'entre nous qui se rappellent de l'attraction Le Visionarium à Disneyland Paris, qui était justement un film avec Jules Verne qui était joué par Michel Piccoli qui nous a quittés cette semaine. C'était une attraction qui utilisait exactement cette technique. C'est lui qui a mis au point le système de synchronisation sonore avec les animatroniques, notamment ceux de Pirates des Caraïbes. C'est lui qui a mis au point tous les systèmes de projection d'images dans le parc, et notamment ceux qu'on peut voir dans The Haunted Mansion, les bustes qui chantent, la chorale de bustes. Bon, bref, c'est sans fin tout ce qu'il a fait. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une vidéo de Comédie Centrale qui raconte la relation entre Walt Disney et Ub-Iwerks. Et je vais pas vous mettre de lien vers cette vidéo parce qu'elle m'a profondément énervé et je vais vous dire pourquoi. En gros, quand on découvre qui est Ub-Iwerks, on se dit « Ah mais en fait, c'est lui le vrai créateur de Mickey, c'est pas Walt Disney, moi je pensais que c'était Walt Disney, en fait Walt Disney lui a volé sa création. » Disney, he wanted to oversee every bit of production. Hey, you gotta meet this timing sheet and we gotta be here by then and productivity and blah. Et vraiment, il y a cette idée que Walt Disney serait un imposteur, quoi, qu'il aurait volé le personnage à Ub-Iwerks et que Ub-Iwerks serait resté dans l'ombre comme ça toute sa vie. C'est vraiment comme toutes ces controverses à propos de Steve Wozniak qui serait l'homme de l'ombre à qui Steve Jobs aurait tout piqué, ou Mark Zuckerberg qui aurait volé Facebook aux jumeaux. Tu vois, peut-être, hein, moi, j'en sais rien, c'est pas du tout mon domaine. Ou alors que sans Quincy Jones, Michael Jackson ne serait rien. Genre. Mais à un moment, il faut aussi accepter que c'est la collaboration entre deux personnes qui crée la magie. Oui, Ub-Iwerks est resté dans l'ombre et très peu de gens savent tout ce qu'il a apporté au cinéma et à l'animation et que c'est lui qui a créé Mickey. Mais en même temps, il faut dire ce qui est. À un moment, il s'est affranchi de Disney. Il a tenté sa chance. Il a essayé de le concurrencer avec Flip la grenouille. Et il faut dire les choses, il a échoué sans Disney. Il a eu sa chance face à Disney, mais il lui manquait ce petit quelque chose qu'avaient les frères Fleischer, qu'avait Tex Avery, qu'avait Chuck Jones pour exister face à Disney. C'est super intéressant de comparer les cartoons de Ub avec et sans Walt Disney. On voit ce qu'apporte Ub et on voit ce qu'apporte Disney. Oui, Ub est un excellent artiste, un excellent animateur et c'est lui qui a eu le génie de créer le personnage de Mickey visuellement, mais clairement, c'est aussi Walt Disney qui a su quoi en faire, qui a su raconter une histoire, lui donner une personnalité, lui donner une voix. Come on, we gotta hurry. Are you comfortable, boy? Hang on, pal. Here we go. Ub-Iwerks donna ses traits à Mickey, mais c'est Walt Disney qui lui donna une âme. Pareil, si Mickey a explosé, c'est parce que Steamboat Willie était le premier cartoon avec son synchronisé. Et c'est pour ça qu'il a explosé. Et c'est Walt Disney qui a eu cette intuition géniale. Et comment on sait que c'est lui qui a eu cette intuition géniale? C'est parce que c'est lui qui a été invité à l'avant-première du Chanteur de Jazz, qui est le premier film parlant de l'histoire du cinéma en 1927. Et la preuve, c'est que Steamboat Willie n'est que le 3e cartoon de Mickey. Il y a eu Plane Crazy avant et Galloping Gaucho qui étaient des films muets avec Mickey et qui n'ont pas du tout marché en fait. Donc sans l'intuition géniale de Walt Disney de sonoriser ce cartoon, peut-être que personne ne connaîtrait Mickey aujourd'hui. Et c'est ça qui est insupportable dans la vidéo de Comédie Centrale, c'est qu'ils osent dire que c'est Ub-Iwerks qui a eu l'idée de faire le son synchronisé sur Steamboat Willie et que c'est Walt Disney qui lui aurait piqué l'idée en gros. We could see the action happening in the time with the music. Par idéologie, tu veux tellement montrer que Walt Disney est un monstre que t'es prêt à réécrire l'histoire. Et ça me met hors de moi quoi. Et en plus, c'est pas la peine les gars. L'histoire est belle telle qu'elle est. Ub-Iwerks est un génie, Walt Disney est un génie, et leur collaboration a créé le personnage de fiction le plus connu de l'histoire. Et la double paternité de Mickey a toujours été assumée, il suffit de lire les cartons du début des premiers cartoons de Mickey. C'est un cartoon de Walt Disney par Ub-Iwerks. Et même s'il est resté dans l'ombre, il a obtenu à la fin de sa carrière des Oscars pour l'ensemble de son œuvre et il est aujourd'hui reconnu comme une Disney Legend. Pour moi, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, il n'y a pas à avoir de théorie conspirationniste. Pour moi, Ub-Iwerks est un très très grand artiste, mais quelque part, il avait besoin de Walt Disney pour le canaliser et développer son talent d'animateur à son potentiel maximum. Et aussi, c'est Disney qui lui a permis de mettre en application ses inventions incroyables. Et ce qui est drôle, c'est que la famille, les descendants de Ub-Iwerks sont restés fidèles à Disney. C'est-à-dire que son fils, le fils de Ub-Iwerks, a continué à travailler pour les studios Disney, dans les FX et pour les parcs d'attractions. Et sa fille, donc la petite fille de Ub-Iwerks, est aujourd'hui très connue en tant que documentariste. Elle a fait des super documentaires, dont un sur son père que je vous recommande. Si je le trouve, je vous le mets en description. Il est vraiment génial et
Elle a fait le documentaire sur Pixar Story aussi. Et bien sûr, elle a fait récemment sur Disney+, la série de documentaires incroyable sur les Imagineers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voudrais passer un grand merci à Ludovic qui m'a vachement aidé pour l'écriture et la construction de cette vidéo. On a beaucoup discuté en fait pour mettre au point cette vidéo. Je vous mets son Instagram si vous voulez voir ce qu'il fait. Il fait des incrustations sympas chez lui et aussi à Disneyland, des persos parce qu'il est cast member à Disneyland. Donc vraiment un grand merci à lui et puis bien sûr merci à Zoé qui a monté cette vidéo. Je vous mets aussi le lien de sa chaîne YouTube pour les étudiants fauchés qui veulent cuisiner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager comme d'habitude, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un artiste que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Merci aussi à tous mes tipeurs qui m'ont aidé ce mois-ci. Grâce à vous, j'ai pu couvrir mes frais de ce mois-ci, donc c'est vraiment incroyable. Merci, merci infiniment. N'hésitez pas à aller voir les cartoons de By Wax parce que ça vaut vraiment le détour. Et d'ici là, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ah, c'est pas mal comme fin ça.